De l'obscurité émergent les doigts spectraux de l'inconnu, du curieux et de l'étrange. Ces appendices n'ont d'autre but que de nous attirer dans un abîme menaçant, qui nous force à nous résigner aux échos obsédants de mystères qui ne seront jamais résolus. Numéro 20. Il y a un artefact ancien incroyable et mystérieux qui se trouve au British Museum. Cet artefact est désormais la clé pour débloquer une technologie ultra sensible qui pourrait aider à diagnostiquer des maladies et détecter des risques biologiques au point de contrôle de sécurité. Toutes ces caractéristiques semblent trop spécifiques et magiques pour être vraies, mais ce sont celles que le magazine Smithsonian attribue au secret coloré qu'est la coupe de Lycurgue romaine. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle autre coupe en verre ornée, un autre chef-d'œuvre romain de verrerie représentant encore une scène légendaire. Dans ce cas, les détails dorés, finement tissés, racontent l'histoire du roi Lycurgue, ou Lycurgue comme certains diraient, de Thrace, qui apparaît enlacé dans des vignes impitoyables. En découvrant cette coupe, les archéologues ont immédiatement trouvé le mystère qu'elle renfermait. Un mystère qui est devenu évident instantanément. Au début, la coupe paraît vert jade, surtout éclairée de face. Mais quand elle est éclairée par l'arrière, un phénomène étrange se produit. La couleur change comme par miracle. Elle devient d'un rouge cramoisi, la couleur de l'avertissement, la teinte du liquide qui nous maintient en vie. C'est cette énigme très déconcertante qui a dérouté les scientifiques pendant des décennies. Finalement, après de nombreuses recherches, la coupe de Lycurgue a été remise au British Museum en 1950, mais son histoire n'était pas encore terminée. Le calice est resté l'objet d'analyse et d'investigation pendant les 40 années suivantes, alors que les experts cherchaient une explication plausible à la raison pour laquelle sa couleur change de cette manière. Cette réponse viendrait en 1990. Des chercheurs anglais ont réussi à obtenir des éclats de verre brisés qu'ils ont examinés au microscope pour découvrir quelque chose de vraiment remarquable et peut-être même un peu effrayant. Les artisans romains étaient les pionniers de la nanotechnologie. Il s'avère que les fabricants de cette coupe avaient imprégné le verre de petites particules d'argent et d'or, broyées jusqu'à atteindre un diamètre aussi petit que 50 nanomètres. C'est moins d'1 millième de la taille d'un grain de sel. Le mélange était précis et intentionnel, ce qui suggère que les Romains savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il semble qu'une fois de plus, les civilisations anciennes avaient une longueur d'avance sur nous, comme elles l'ont toujours été. Ils ont inventé la nanotechnologie plus de 1000 ans avant que la science moderne n'envisage même le concept. Numéro 19. Le 11 mars 2011, les habitants de la fosse du Japon ont eu un réveil brutal. Un tremblement de terre d'une magnitude effrayante de 9,1 a frappé au large de la côte nord-est de Honshu, déclenchant un tsunami massif qui a atteint les côtes en seulement 30 minutes, renversant les digues et mettant hors service 3 réacteurs nucléaires dans les jours qui ont suivi. Cet événement est devenu connu sous le nom de séisme et tsunami de Tohoku de 2011. Ce fut une catastrophe qui a rasé des maisons, détruit des terres, coupé l'alimentation électrique et coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. On a enregistré 15 899 morts, 2526 personnes portées disparues et plus de 6 000 blessés. 123 000 maisons se sont effondrées et 1 million d'autres ont été endommagées. Le tsunami, atteignant 12 pieds de hauteur et se déplaçant à 500 miles par heure, a été responsable de la plupart des dégâts. Ceux dont la vie a été épargnée par cet événement éprouvant se sont retrouvés sans abri, sans nourriture et avec une image terrifiante gravée à jamais dans leur esprit. En plus des visions de cet événement traumatisant, des statistiques et des dégâts, il subsiste un mystère qui défie toute explication. C'était le mystère d'une vague de prétendues apparitions de fantômes et de rencontres inexplicables qui a commencé après les destructions causées par le tsunami. Alors que la vie sur la côte reprenait son cours, des apparitions étranges ont débuté. Les chauffeurs de taxi dans les zones les plus touchées, comme Sendai ou Ichinomaki, ont rapporté des histoires troublantes. Plusieurs chauffeurs disaient que des passagers disparaissaient mystérieusement avant d'arriver à destination. Souvent, les passagers donnaient des adresses qui n'existaient plus, dans des quartiers que le tsunami avait détruits. Après le tsunami, les chauffeurs de taxi ont signalé des sièges arrière étrangement froids et des conversations confuses avec ces passagers fantomatiques, terminant souvent les trajets, même lorsque les passagers disparaissaient.
Des habitants ont vu des silhouettes trempées par le tsunami, des objets bouger inexplicablement et des appareils électroniques agir bizarrement. Malgré les sceptiques évoquant le stress post-traumatique, les habitants ont maintenu leur récit, laissant un mystère fascinant et effrayant. Numéro 18. Palmyre, l'ancienne cité des palmiers dans le désert syrien, était un centre commercial et culturel vital, ainsi qu'une oasis sur les routes de la soie entre l'Asie et l'Europe. En intégrant sa culture locale distincte à l'Empire romain, elle a ensuite gagné son indépendance sous la reine Zénobie, formant l'Empire palmyrénien en annexant des parties de l'Empire romain d'Orient. L'architecture de la ville reflétait un mélange d'héritage mésopotamien, sémitique, levantin perse et islamique. Malgré des archives abondantes, deux questions ont longtemps intrigué les historiens. Comment 100 000 personnes ont survécu dans le désert et pourquoi y construire la ville ? Des chercheurs norvégiens et syriens ont résolu ces mystères au milieu des années 2000. Ils ont découvert que la steppe aride était autrefois verte, soutenue par des réservoirs d'eau à Palmyre et dans les villages agricoles environnants. Ces communautés utilisaient des canaux pour recueillir environ 15 cm de pluie par an et irriguer les terres, garantissant un approvisionnement alimentaire stable. L'emplacement de la ville était stratégique et non accidentel. Elle proposait une alternative aux routes fluviales contrôlées par des royaumes qui imposaient de lourdes taxes. Les Perses ou les Parthes dominaient l'Est et les Romains l'Ouest. Les voyageurs cherchant à éviter ces taxes fluviales exorbitantes traversaient le désert. Constatant cette tendance, des personnes avisées firent de Palmyre un centre commercial exempt de taxes et une halte pour voyageurs, contribuant ainsi à la prospérité antique. La solution à ces mystères fait de Palmyre, je cite, « une page d'histoire limpide ». Numéro 17. Les événements étranges et mystérieux ne se limitent pas aux églises, aux cieux ou aux ombres des quartiers. Ces phénomènes effrayants peuvent se produire n'importe où et n'importe qui peut en être témoin lorsqu'ils se déroulent. Un centre spatial serait pourtant l'endroit le moins attendu pour un événement inexplicable. Qu'un employé du centre spatial en soit témoin dépasse également le cadre du probable. Pourtant, en 1986, c'est précisément ce qui allait se produire. C'était une nuit venteuse à Houston, au Texas, et l'obscurité tombait sur le centre spatial Johnson de la NASA. En train de terminer sa journée, l'archiviste de la NASA Frank Shaw venait de finir son service et se dirigeait vers sa voiture sur le parking. La journée avait été plutôt calme au bureau. Pour Shaw, sa journée allait devenir bien plus intéressante. Mais pas comme il s'y attendait, car en approchant de son véhicule, l'archiviste s'arrêta en voyant quelque chose bouger du coin de l'œil. Il leva la tête, alignant son regard avec le sommet du gigantesque bâtiment du centre spatial Johnson. Il plissa les yeux en regardant quelque chose qui lui donna des frissons, et regretta de ne pas être monté plus vite dans sa voiture. Perché tout en haut, un spectacle n'inspirait que la terreur. C'était une créature jamais vue auparavant, grande et noire comme la nuit. Elle avait d'immenses ailes de chauve-souris, comme une gargouille. Submergé par la panique, Shaw restait figé à la regarder. C'était comme si tous ses cauchemars s'étaient matérialisés juste devant ses yeux, et la peur qui les accompagnait le traversait de part en part. La créature sembla remarquer Shaw, et ses yeux perçants croisèrent les siens. L'archiviste déclara plus tard que la gargouille semblait apprécier la panique qu'elle avait causée. L'être déploya alors ses ailes et émit un crépitement en s'envolant dans la nuit. Il fallut plusieurs minutes à l'homme pour se calmer suffisamment pour pouvoir bouger. Il monta dans sa voiture, tremblant, et prit la route vers chez lui. À la maison, la famille attendait son arrivée. Il était plus en retard que d'habitude, ce qui suscitait de l'inquiétude parmi eux. Une fois Shaw arrivé à la maison, ils ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Shaw était pâle et essoufflé, et il commença bientôt à raconter l'histoire la plus folle qu'ils aient jamais entendue. Bien sûr, la famille ne le crut pas et pensa qu'il avait mal interprété ce qu'il avait vu. Ensemble, ils décidèrent qu'ils ne devaient parler à personne de cette apparition, et Shaw tint parole en essayant d'effacer cette nuit de sa mémoire. Tourmenté par la pensée de cet être monstrueux, cependant, il se confia à un ami qui était aussi son superviseur. S'attendant à être renvoyé sur le champ, Shaw fut au contraire agréablement surpris par la réaction. Le superviseur lui dit qu'il n'était pas le premier à voir la gargouille. Apparemment, un dossier avait déjà été ouvert après une précédente apparition et le décès inexpliqué de 2 gardes au centre spatial. Shaw ressentit un certain soulagement, mais le fait qu'il n'était pas fou et qu'il n'avait pas imaginé cet être soulevait une série de nouvelles questions et de plus grands risques. Que voyaient lui et les autres témoins à Houston ?
Numéro 16. Dans les livres non canoniques des premiers et deuxièmes livres des Maccabées, nous apprenons la révolte des Maccabées, un événement important détaillé dans le contexte biblique concernant l'ancienne Jérusalem pendant la période hellénistique. Dans 1er Maccabée 1:33, nous trouvons le passage. Alors ils fortifièrent la cité de David avec un grand mur solide et de fortes tours, et elle devint leur citadelle. Les historiens ayant étudié les événements bibliques pensent que ce passage évoque la construction et l'établissement de l'Akra. Ce serait cette création, symbole de l'oppression étrangère, qui deviendrait le point central du conflit au cours de la révolte, où un soulèvement juif s'opposa à la domination séleucide et à l'influence hellénistique. Le soulèvement était mené par Juda Maccabée et ses frères, qui souhaitaient retrouver la liberté religieuse. La présence de l'Akra rappelait la domination étrangère et la persécution religieuse, et sa destruction constitua un moment clé dans le rétablissement de l'autonomie juive. L'Akra, qui signifie forteresse, a été fondée par le souverain grec Antiochos Épiphane, dirigeant de l'empire séleucide, avant d'être capturée par Juda et ensuite détruite. C'est précisément cet événement et cette victoire qui sont au centre de la fête juive appelée Hanouka, commémorant la redédicace du Second Temple. Les historiens et les interprètes, comme pour de nombreuses autres villes et lieux mentionnés dans la Bible, penseront que l'Akra existait bel et bien et qu'elle gisait en ruine dans un endroit inconnu, probablement recouvert. Comme l'emplacement exact de l'Akra faisait l'objet de débats parmi les chercheurs et les archéologues, la chasse à la forteresse légendaire a commencé et diverses fouilles ont eu lieu à Jérusalem dans l'espoir que des preuves finiraient par émerger. On a longtemps pensé que ce pan oublié de l'histoire se trouvait dans la partie sud-est de la ville, près du mont du Temple. Des morceaux de murs de fortification, de la poterie et d'autres artefacts semblaient l'indiquer. Mais fouille après fouille, aucune ruine confirmant cette hypothèse n'a été découverte. Le mystère de l'emplacement de l'Akra allait tourmenter les historiens pendant plus d'un siècle, chaque expédition infructueuse réduisant l'espoir de la retrouver un jour, et les obligeant à se demander si les deux sources qui parlent de l'Akra, le livre des Maccabées et les écrits de Joseph Flavius, semblaient indiquer l'emplacement exact de la forteresse, suggérant qu'elle se trouvait à l'intérieur des limites de la cité de David. Elles se sont révélées inexactes. De façon inattendue, après avoir perdu tout espoir de retrouver l'Akra, les archéologues israéliens ont finalement fait une découverte majeure en novembre 2015-3. L'autorité des antiquités d'Israël à Jérusalem fouille le parking Givati depuis 2005. Et au fil des années suivantes, de plus en plus d'indices ont commencé à donner une image très différente de l'endroit où la forteresse avait été établie. Une décennie après le début des fouilles, en 2015, l'Akra a été découverte, située à l'extérieur des murs de la ville, sur une colline. Un emplacement stratégique qui lui permet de surplomber la vallée peuplée en contrebas. Son emplacement aurait permis de contrôler tout le trafic vers le temple sur le mont du Temple. Les ruines avaient longtemps été recouvertes de plâtre à maintes reprises et ne réapparaîtraient qu'après 10 années de grattage minutieux, de dépoussiérage et de retrait des couches accumulées au fil des générations qui reposaient dessus. Sous l'accumulation des vies passées se trouvaient les vestiges de la tour fortifiée, un mur imposant et un talus défensif escarpé. Pour confirmer leur découverte, les archéologues allaient trouver des pièces de monnaie, des cruches de vin, des fragments d'armes, ainsi que les mêmes pierres de baliste et pointes de flèches lancées des années auparavant par les Hasmonéens lors de leur tentative de conquête de l'Akra. Numéro 15. Les rumeurs de miracles laissaient souvent les gens s'interroger. S'agit-il d'un événement sacré, d'une supercherie ou d'une hystérie collective ? Concernant les apparitions de la Vierge Marie et son message présumé divin souvent médiatisé, nous nous posons toujours la même question. Ce fut le cas lors d'un autre événement miraculeux qui commença le 12 janvier 1973. Sœur Agnès Katsuko Sasagawa, une religieuse japonaise qui était sourde, fut la première à faire l'expérience de visions étranges d'une nature inexplicable. Ce jour-là, elle avait vu un rayon de lumière éclatant émaner du tabernacle, une boîte ornée et verrouillée qui signifiait la présence de Dieu parmi le peuple. C'était mystérieux et cela bouleversa sœur Agnès. Finalement, ce souvenir s'est estompé dans son esprit. Mais 2 jours plus tard, la lumière mystérieuse réapparut, marquant le tout début d'une série de phénomènes bizarres qu'elle allait vivre. Le 28 juin, la religieuse fut soudainement frappée de ce que l'on appelle des stigmates, ces blessures qui apparaissent aléatoirement sur la peau d'une personne, souvent en correspondance avec une crucifixion.
La blessure sur sa main gauche avait la forme d'une croix. La main de sœur Agnès était restée tachée de rouge et pulsait de douleur. Après avoir constaté cela, une sculpture en bois de Marie à proximité s'est illuminée. Plusieurs jours s'écoulèrent sans incident jusqu'au début juillet, lorsque l'entité lui parla enfin. Alors qu'elle priait dans la chapelle, une statue de la Vierge Marie bénie, sculptée dans un seul bloc de bois provenant de l'arbre Katsuya, devint le réceptacle d'un message. Une voix s'en était échappée, une voix que sœur Agnès pouvait miraculeusement entendre. La voix affirmait que sa surdité serait bientôt guérie. On lui avait également demandé de prier en réparation des péchés des hommes et de rapporter à sa supérieure tout ce qu'elle avait vu. Le même jour, d'autres sœurs de l'église avaient remarqué un liquide rouge couler de la main de la statue. À 4 reprises, l'écoulement se répétait, provoquant une vague de peur et d'intrigue au sein de l'église. Il paraît que la blessure qui avait marqué la main de la statue est restée là pendant des mois, avant de disparaître mystérieusement le 29 septembre. Les sœurs virent alors de la sueur apparaître sur le cou et le front de la Vierge Marie. Quelques jours plus tard, sœur Agnès reçut un deuxième message. Cette fois, la voix expliqua qu'une colère grandissante du Seigneur laissait présager qu'un grand châtiment allait être infligé à toute l'humanité. La religieuse dut à nouveau rapporter à sa supérieure ce qui lui avait été dit. Le 13 octobre, sœur Agnès reçut son troisième et dernier message de l'apparition, qui fut appelé Notre-Dame d'Akita. La voix annonça que le message serait transmis à sa supérieure. Elle aurait expliqué que les hommes ne se repentent pas, ni ne s'améliorent, et que pour cela, le Père infligerait un grand châtiment à l'humanité. La religieuse affirma que la voix lui avait dit qu'un démon récolterait de nombreuses âmes et qu'il n'y aurait aucun pardon pour l'augmentation des péchés. Les paroles rapportées aux autres sœurs et à leurs supérieures ont suscité la peur. C'était menaçant, et ce qui rendait la situation plus éprouvante, c'était le prétendu fluide vital censé couler des yeux de la statue pendant 6 ans avant de s'arrêter brusquement. Une enquête a été lancée sur cet événement, et l'Église catholique japonaise l'a reconnu comme authentique. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un événement sacré, mais les membres de la communauté scientifique n'arrivaient pas à comprendre. Que s'est-il réellement passé ici ? Était-ce une supercherie comme beaucoup d'autres l'ont été ? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre et menaçant en jeu ici ? Numéro 14. L'Illinois moderne abritait Cahokia, une ancienne ville connue pour sa culture unique et ses immenses tertres de terre utilisés pour les habitations, les sépultures et les cérémonies. Environ 120 tertres s'étendaient sur une superficie de 15 km² où vivait une communauté dynamique de fermiers, d'artisans et d'astronomes. Cahokia a vu le jour en 700 après Jésus-Christ, s'étendant d'ici 1050 après Jésus-Christ pour devenir une métropole plus grande que Londres ou Paris. Mais seulement 200 ans plus tard, toute la civilisation a inexplicablement disparu, ne laissant derrière elle que les ouvrages de terre. Pendant des siècles, le destin du peuple de Cahokia est resté un mystère, les théories se limitant à des catastrophes politiques ou environnementales sans preuves concrètes. Au début des années 2020, le mystère a été résolu en examinant le lac Horseshoe, près du centre-ville, une caractéristique cruciale auparavant négligée par les experts. Le dragage du lac, à la recherche de preuves d'activité humaine, a révélé que Cahokia avait été régulièrement inondée avant sa fondation, une menace qui s'est temporairement atténuée, permettant à la ville de prospérer. Vers l'an 1200, les inondations intenses sont revenues de façon inattendue. Les carottes de sédiments ont révélé une épaisse couche de limon d'une inondation ayant détruit récoltes et habitations, forçant l'évacuation d'au moins 15 000 personnes. L'effondrement n'ayant pas été immédiat, les inondations et les difficultés entraînèrent un lent déclin, les derniers habitants s'intégrant à d'autres communautés, jusqu'à la disparition de Cahokia des archives historiques. Numéro 13. Suehiro Kyuchi a mené une vie intéressante. Écrivain et chasseur de comètes, il en a découvert 4 dans sa vie. L'une de ces comètes a même été nommée d'après lui. Essayer de trouver ces objets célestes n'est pas facile, car ils émettent moins de lumière que les étoiles. Kyuchi était donc réputé grand chasseur de boules de neige cosmiques. Mais quelque chose d'encore plus remarquable a mené cet individu à l'infamie. Un mystère si étrange que les scientifiques restent perplexes. Son histoire a commencé en 1977, alors qu'il avait 22 ans et travaillait dans la force d'autodéfense aérienne japonaise.
En tant que répartiteur de vol, il supervisait le contrôle des opérations aéronautiques, en particulier pour la base aérienne de Yakuchuri à Omiyama, dans la préfecture d'Ibaraki. Un soir au travail, Kyushi fut submergé par une douleur intense à l'abdomen. Ses collègues furent rapidement alertés et il fut transporté d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, Kyuchi reçut un diagnostic d'obstruction duodénale. Cette affection peut s'avérer fatale, un symptôme auquel le jeune homme ne pourrait échapper. Après plusieurs minutes de réanimation, il a été déclaré décédé. Ainsi cela s'est terminé. Les médecins ont retiré leur blouse, les préparatifs du corps commençaient. 30 minutes plus tard, le personnel de l'hôpital avait déjà repris ses habitudes. Ensuite, un événement vraiment inexplicable s'est produit. Kyushi s'est réveillé. Il a été ranimé comme s'il était dans un profond sommeil, mais ce n'était pas le cas. Plusieurs médecins étaient présents à son décès, et leurs efforts pour le ranimer furent vains. Bien que beaucoup s'attendraient à ce que Kyushi, ayant été absent si longtemps et subi des lésions cérébrales ou d'autres problèmes de santé, il allait parfaitement bien, à l'exception d'une rencontre plutôt étrange qu'il a vécue pendant son repos quasi éternel. En arrivant dans l'obscurité totale, Kyuchi aperçut une lumière au loin. Cette lumière était un tunnel vers lequel il se sentait inexplicablement attiré. En entrant, il fut transporté dans un nouveau décor rempli de fleurs et d'une prairie luxuriante en pleine floraison. Le plus incroyable, c'est que Kyuchi disait ressentir toutes les sensations de son corps. Il marchait pieds nus et pouvait sentir la terre et l'herbe sous ses pieds. Il trouva vite une rivière avec un bateau flottant dessus. Il monta à bord et utilisa ses mains pour pagayer, une activité éprouvante qui le laissa épuisé lorsqu'il atteignit l'autre rive. En arrivant sur la rive, Kyuchi réalisa qu'il n'était pas seul. Déjà 5 inconnus s'approchèrent de lui, dont l'un lui demanda pourquoi il était là. L'homme était trop stupéfait pour parler et ne connaissait pas lui-même la réponse. La femme du groupe devait le mener à une montagne où il comprit qui étaient ces inconnus. Il s'agissait de son cousin décédé et de ses grands-parents décédés. Après cette révélation, Kyuchi vit un visage sur la montagne qui lui dit quelque chose qu'il ne put se rappeler. Quelques instants plus tard, Kyuchi se réveilla à l'hôpital. Il sentait que sa respiration et son cœur s'étaient arrêtés, mais il n'était pas encore revenu dans son corps physique. Sa famille, qui l'entourait les joues couvertes de larmes, ne pouvait entendre un mot de ce qu'il disait. Kyuchi a même suivi sa mère hors de la chambre et l'a entendu parler à ses sœurs, leur annonçant son décès. Après que Kyuchi a repris vie et que la famille a été stupéfaite, il s'est souvenu de la conversation entendue entre sa mère et ses 2 sœurs. Ils sont tous restés stupéfaits par cette déclaration. Dans son sillage, Kyuchi s'est souvenu d'autres événements vécus. Lors d'une expérience, il avait voyagé des millénaires en arrière, à l'époque du Grand Déluge. Il a découvert que l'eau venait d'une comète passée trop près de la Terre. La gravité avait arraché de la glace à la comète, l'attirant dans l'atmosphère terrestre et provoquant une pluie torrentielle qui fit monter la mer de 2000 mètres d'un coup. Apparemment, Kyuchi a vécu la création de l'univers. Il disait avoir voyagé jusqu'au début du temps. C'était une expérience qui l'a forcé à reconsidérer sa croyance dans le Big Bang et qui a plutôt suggéré la présence d'un esprit universel supérieur, où l'univers serait une grande conscience. Le jeune homme a également pu prédire certains aspects du futur, affirmant que dans les années 80, l'humanité découvrirait des preuves d'une civilisation avancée provenant du monde antique. Entre 2024 et 2027, des squelettes géants seraient découverts en Amérique du Sud. Tous ces événements se sont produits en l'espace de 30 à 40 minutes, laissant Kyuchi et le monde avec de nombreuses questions sans réponse. Médecins et scientifiques sont restés perplexes devant son retour à la vie et les étranges récits qu'il avait rapportés. Numéro 12. Niché dans les hautes montagnes de l'Atlas au Maroc, se trouve le village d'Ouraham, un mélange de beauté naturelle et d'une riche histoire imprégnée d'un patrimoine culturel. Les montagnes, pittoresques et sereines, peuvent aussi être hostiles et dangereuses. Pourtant, c'est justement cet environnement qui est le foyer des Berbères depuis des siècles. Ijrein Jerin, comme ils l'appellent, un terme qui signifie montagne des montagnes. Un nom approprié pour cette formation naturelle imposante qui s'étend sur des milliers de kilomètres, aboutissant à la barrière impénétrable que l'on voit aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les montagnes qui ont agité la communauté archéologique pendant plus de 130 ans. C'est l'ensemble de rochers sans source apparente qui constitue l'amas même sur lequel le village d'Arouet a été construit. À 13 000 pieds d'altitude, la ville est perchée de façon précaire au sommet de cet immense amas, en équilibre sur des falaises abruptes et reposant sur une grande faille tectonique.
Pendant des décennies, les experts sont restés en admiration devant ce grand amas de rochers, mystifiés par la façon dont il s'est retrouvé là. Seules des théories sont proposées, comme celle d'un glacier qui les aurait déposés là. En 2014, cependant, un groupe de scientifiques a finalement résolu le mystère, attribuant l'accumulation à une activité sismique survenue il y a environ 4500 ans. Grâce à des techniques de datation et à des analyses, cette théorie s'est révélée partiellement correcte. Un glacier aurait pu être présent, érodant la falaise et la rendant vulnérable à l'effondrement. 7000 ans plus tard, devenue instable et sujette à l'effondrement, des chercheurs ont découvert qu'un tremblement de terre a secoué les montagnes, déclenchant un énorme éboulement rocheux. Les décombres ont dévalé jusqu'à la base de la montagne, s'empilant pour former un monticule. La grande faille tectonique voisine a apporté des preuves supplémentaires à cette idée. Le géomorphologue Philip Hughes et ses collègues ont uni leurs efforts pour résoudre ce mystère de longue date. En datant les roches sur place, ils ont découvert l'isotope beryllium, difformé lorsque les rayons cosmiques frappent le quartz dans les roches de surface. Les niveaux de cet isotope permettent de déterminer quand les roches ont été exposées à l'air libre, révélant ainsi la date de formation du dépôt. La datation a permis aux chercheurs de remonter dans les archives et d'identifier des catastrophes naturelles menant à la découverte du séisme d'il y a 4500 ans. L'avalanche destructrice et le tas de roches, désormais démystifiés, ont offert l'emplacement idéal pour la construction d'un village. Mais au-delà de cet ancien élément énigmatique, il existe encore plus de mystères à l'Ararat, plusieurs maladies mystérieuses ayant été recensées parmi ceux qui s'y sont rendus. Certains affirment même que la Terre est maudite. Numéro 11. Que s'est-il réellement écrasé à Virginie, au Brésil? C'est la question qui est devenue le sujet de conversation en 1996 lors de l'incident de Virginie, le Roswell brésilien, qui a laissé la communauté inquiète et en quête de réponses qu'elle ne trouverait jamais. La ville, située dans le Minas Gerais, au sud-est du Brésil, comptait 100 000 habitants et une partie importante d'entre eux a commencé à faire des déclarations étranges, ce qui a entraîné une large couverture médiatique et une enquête approfondie. Tout a commencé le 13 janvier 1996, lorsque Carlos de Souza se rendait dans le Minas Gerais depuis São Paulo. Il avait l'intention de retrouver des amis pour la journée. Ils avaient prévu de faire un tour en avion. Cependant, au cours du trajet, Carlos allait être témoin d'un événement inexplicable. Il aperçut un étrange objet en forme de cigare qui se dirigeait droit vers lui. Il ne comprenait pas ce que c'était, mais l'arrière de l'objet était très endommagé. On aurait dit que l'objet avait essuyé des tirs. L'objet se trouvait à 300 mètres au-dessus du sol et perdait rapidement de l'altitude. Juste avant d'atteindre l'autoroute, Carlos observa l'objet effectuer un virage complet soudain, repartir dans la direction opposée, planer un instant, puis s'écraser directement au sol. Carlos s'est arrêté et s'est dirigé vers l'endroit où il avait vu l'OVNI s'écraser. Il constata que l'appareil s'était écrasé près d'une maison blanche. Il fuyait un produit chimique qui avait brûlé 40 mètres d'herbe. L'objet qu'il avait vu était à peu près de la taille d'un bus scolaire, et il y avait maintenant des débris éparpillés autour de lui alors qu'il était encastré dans la terre. Carlos a senti l'ammoniaque et découvert un débris étrange, similaire à une feuille d'aluminium qui se reformait seule. Les militaires lui ont ordonné de partir. Une semaine après, des étudiants ont aperçu une créature près du gymnase, mais les militaires ont vite bloqué la zone. Ce même après-midi, un groupe de 3 femmes a affirmé avoir vu une créature bipède d'origine surnaturelle. Elle était accroupie sur un petit terrain abandonné dans la ville. Elle mesurait 1,50 m et avait une grosse tête. Ils ont dit qu'elle était mince, à la peau brune et huileuse. La journée se terminerait par plusieurs observations extraterrestres inexplicables et au moins un signalement d'OVNI. L'étrange et pénible épreuve reste inexpliquée et continue de troubler ceux qui en entendent parler. Numéro 10. Figurant sur la liste des 7 découvertes archéologiques les plus mystérieuses de la Terre, l'Évangile des Sœurs de Marie est un artefact qui correspondait parfaitement à cette liste à un moment donné. Le livre avait au moins 1500 ans et contenait un évangile indéchiffrable. Nombreux ont tenté de percer le code de ce manuscrit ancien, mais tous ont échoué. Le livre était écrit dans la mystérieuse langue copte égyptienne qui utilise l'alphabet grec. Depuis sa découverte, on pense que, comme les autres évangiles, cet évangile décrit la naissance, la vie et la mort du Fils unique de Marie. Ce n'était qu'une supposition car la langue utilisée pour coder les passages secrets était indéchiffrable.
Finalement, l'évangile des sorts de Marie a disparu de la vue du public, tout en occupant encore une place importante dans l'esprit de quelques historiens. Les historiens étaient particulièrement fascinés par ce livret miniature et se sont efforcés de découvrir les vérités qu'il gardait cachées dans ces pages. En février 2015, leurs efforts acharnés allaient enfin porter leurs fruits, avec le titre « Un évangile jusqu'alors inconnu a été déchiffré », faisant les gros titres de l'actualité en ligne. Ils ont découvert que l'évangile des Sœurs de Marie est un manuscrit unique en son genre. Lorsque les chercheurs ont d'abord traduit le mot copte pour évangile, eux aussi ont supposé qu'il ne s'agissait que d'une biographie, mais ils ont continué à disséquer chaque partie et ils se sont retrouvés face à la surprise et à une question persistante. L'évangile des Sœurs de Marie concerne-t-il des oracles interdits ? Le paragraphe d'ouverture a clairement trompé le lecteur. Il disait, je cite, « L'évangile des Sœurs de Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, à qui Gabriel, l'archange, a apporté la bonne nouvelle. Celui qui avancera de tout son cœur obtiendra ce qu'il cherche. Ne sois pas partagé dans tes pensées. » Au fur et à mesure qu'ils continuaient à déchiffrer l'ancienne langue, ils découvrirent que l'Évangile était moins une histoire de vie qu'une boule magique, un prédicteur de l'avenir, un assistant qui résout les problèmes des gens. Désormais reconnus comme un livre oracle, leurs efforts révélèrent une série de 37 questions et leurs réponses, avec très peu de mention de Jésus. Le texte bien utilisé servait, semble-t-il, à des fins de divination. Quelqu'un cherchant une réponse à une question qui le tourmentait aurait pu s'adresser à la personne qui possédait ce manuscrit. Cette question serait posée et un processus de sélection aléatoire révélerait la solution au problème. Le propriétaire du livre serait le devin qui interpréterait les oracles et indiquerait la réaction à adopter face au problème. Chacun des 37 passages est rédigé de manière vague, laissant chacun ouvert à l'interprétation. L'oracle numéro 34, par exemple, dit « Avancez immédiatement, ceci vient de Dieu. Tu sais que, vois-tu, depuis de nombreux jours, tu souffres énormément, mais cela ne doit pas t'inquiéter, car tu es arrivé au havre de la victoire. » Les textes sont dominés par plusieurs scénarios de difficultés, de violence, de souffrance et de menaces occasionnelles. Bien que de nombreux livres de sorts aient existé par le passé, spécialement conçus pour prédire l'avenir de l'utilisateur, ce manuscrit était unique pour un mot, évangile. L'équipe n'a jamais rencontré dans les archives un autre livre de sorts qui ait été qualifié d'évangile. Numéro 9. En 2019, le développement d'une foule grandissante. La crise liée au début de la pandémie a dominé l'actualité. Au Mexique, cependant, la peur qu'on y ressentait était tout autre. Quelque chose de vraiment sinistre avait envahi les rues, rôdant dans l'ombre et terrifiant les citoyens. Les habitants de Coida, dans la municipalité du Chiapas, étaient laissés sans sommeil, scrutant par leurs fenêtres et tremblant à chaque bruit. La ville avait trop peur pour quitter ses maisons après la tombée de la nuit. Ils croyaient dès qu'il y avait quelque chose qui rôdait dans l'ombre, attendant son occasion pour bondir. Ce qui rendait cette situation mystérieuse encore plus terrifiante, c'était que le rôdeur était considéré comme inhumain, quelque chose d'origine surnaturelle. Des rapports indépendants ont afflué au poste de police, obligeant les agents à publier des avertissements publics et provoquant la panique chez les habitants. Les descriptions de la créature affirmaient qu'elle mesurait près de 2 mètres, dégageait une odeur désagréable, était insensible aux balles et pouvait sauter à près de 3 mètres de hauteur. Les rapports décrivaient un loup-garou à Coida. La nuit, les habitants pouvaient entendre son hurlement, et certains l'avaient même rencontré face à face, ce qui les avait laissés livides de peur. Les habitants avaient aperçu la sombre créature marcher sur les toits et les maisons voisines. Ils observaient avec crainte derrière leurs fenêtres, espérant que la bête ne les voie pas. Des preuves physiques de la créature apparurent aussi. Elles ressemblèrent à des empreintes de pattes allongées et à des griffures profondes dans la terre dure. La croyance qu'un loup-garou rôdait dans les rues était si réelle que, dans l'obscurité de la nuit, des coups de feu retentissaient. Des habitants courageux ripostaient contre la créature, accentuant la panique dans la communauté. Un pasteur de l'église locale a même demandé aux gens de placer des bougies devant leur maison, croyant que cela leur apporterait la paix et éloignerait cette entité mystérieuse. La police a enquêté sur de nombreux signalements de loups-garous à Aguaje de Coida, découvrant des empreintes désincarnées aux enjambées de 3 mètres, bien plus grandes que celles d'un humain. Conscients du danger, les policiers ont mené une enquête.
En avril 2020, 3 policiers du Barrio Nuevo ont répondu à des signalements de hurlements et d'apparitions de loups-garous. Ils ont vu une créature sauter une clôture de 2 mètres et marcher sur les toits, confirmant les témoignages des citoyens. Cependant, l'absence d'enregistrement et d'images du loup-garou de Koto a suscité du scepticisme. Sans preuve physique sous forme de photographie, l'existence des loups-garous restait un mystère. Des explications locales sont vite apparues, allant des jaguars et oslots aux chauves-souris et hiboux, certains suggérant que les témoins oculaires étaient simplement confus dans l'obscurité. Le loup-garou du Chiapas était condamné à rester un mystère persistant. Était-ce une hystérie collective, un animal local, ou était-ce quelque chose de plus sinistre, une créature du folklore et de la peur? Numéro 8. La fascination pour les grands singes insaisissables comme Bigfoot et le Yeti pourrait être enracinée dans l'histoire. Avant l'arrivée d'Homo sapiens, en Asie, le plus grand primate connu, Gigantopithèque, existait. Ces singes éteints, mesurant entre 1,80 m et 3 mètres de haut et pesant de 200 à 500 kg, parcouraient le sud de la Chine pendant l'époque du Pléistocène, s'étendant peut-être jusqu'au Vietnam et à la Thaïlande. Ils ont peut-être coexisté avec Homo erectus il y a à peine 100 000 ans, bien que cela ne soit pas confirmé en raison de restes squelettiques ambigus. Le mystère de leur extinction, qui n'était pas dû à la chasse humaine, a finalement été résolu en 2024 des. Les chercheurs ont déterminé que l'incapacité de l'espèce à s'adapter a conduit à sa disparition il y a environ 100 000 ans. L'analyse du climat ancien et des fossiles a révélé que Gigantopithèque était trop grand et trop spécialisé dans son alimentation pour survivre au changement climatique. Cela s'est produit il y a 700 000 à 600 000 ans lorsque la région s'est asséchée, transformant les forêts denses en prairies parsemées d'arbustes. Leur nourriture de prédilection, les fruits, s'est alors raréfiée. L'usure de leurs dents révèle qu'ils ont dû, par désespoir, se nourrir d'écorces et de brindilles sèches moins nutritives. Contrairement aux petits primates qui se sont adaptés en grimpant dans la canopée pour trouver de nouvelles sources de nourriture, la taille massive et la lenteur du Gigantopithèque l'ont empêché de s'adapter, ce qui a finalement conduit à son extinction. Numéro 7. Paul Harley était un père de famille. Il avait une femme, 3 enfants et des petits-enfants. En 2014, il était soudeur pour le réseau ferroviaire et subvenait à sa famille. Au cours des années précédentes, cet homme alors âgé de 53 ans avait disparu à de nombreuses reprises. On disait qu'il souffrait de problèmes de santé mentale, ce qui le poussait à partir soudainement, mais il était toujours retrouvé rapidement et soutenu par sa famille, qui l'aimait et prenait soin de lui. Mais un dimanche, la vie de la famille Harley allait changer à jamais. C'était le 28 septembre 2014 lorsque Paul est parti de chez lui à Whiteford Avenue à Dumbarton. Mais cette fois, quelque chose différait. L'homme a choisi de ne pas emporter son téléphone, ses cartes bancaires ni ses clés, contrairement à avant. Après avoir compris qu'il ne reviendrait pas, la famille a signalé la disparition de Paul à la police. Des enquêtes ont été menées, mais l'homme disparu était aussi un adulte qui était parti de son propre gré. Il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire pour retrouver quelqu'un qui ne voulait tout simplement pas être retrouvé. Les espoirs de retrouver Paul commencèrent à s'amenuiser au fil des mois. Pourtant, ils désespérèrent de comprendre ce qui s'était passé. Croyant que leur père ne les abandonnerait jamais, les enfants firent tout leur possible pour percer le mystère. Leur quête de réponse comprenait le recours à des détectives privés, des appels publics et même des médiums. La famille ne croyait pas aux médiums, mais elle tenait absolument à utiliser toutes les ressources à sa disposition. Certains clairvoyants disaient qu'il était parti, d'autres qu'il était dans l'eau. Nul n'a pu savoir où il était, ni quel était son destin. La recherche a été qualifiée de cauchemar par ses enfants, qui sont restés le cœur brisé face à l'absence de révélation. Les mois sont devenus des années, et bientôt le dernier fragment d'espoir s'est évanoui. Paul Harley avait disparu et ne souhaitait pas être retrouvé. Les années passaient, sans aucune nouvelle information, sans aucun signalement, et sans corps. Puis un événement étrange s'est produit. En 2021, une photo a commencé à circuler, provenant de Glasgow. La photo montrait un homme en vêtements chauds, assis dans la neige sous les flocons. Bien qu'il ne voie pas en face son visage, l'espoir de la famille de Paul renaît. Une association caritative de Glasgow a offert un abri à un sans-abri en 2018, dont la photo a circulé, car on pensait qu'il s'agissait de Paul Harley, disparu depuis 2014. Sa famille s'est rendue à Glasgow pour apprendre que la photo était ancienne.
Bien que des signalements soient possibles, un militant a dit que l'homme sur la photo ne voulait pas être retrouvé, sans pouvoir confirmer s'il s'agissait de Paul. Paul a disparu quelques jours avant un déménagement prévu, rendant sa disparition encore plus perplexe. Numéro 6. El Niño et la Niña sont des phénomènes climatiques qui se produisent uniquement dans l'océan Pacifique, mais ils peuvent influencer le temps à l'échelle mondiale. Pendant les conditions normales de l'océan Pacifique, les alizés soufflent vers l'ouest le long de l'équateur. Les eaux se réchauffent depuis l'Amérique du Sud et se déplacent ensuite vers l'Asie. Pour remplacer cette eau chaude, un processus appelé remontée d'eau fait remonter de l'eau froide des profondeurs de la mer vers la surface. El Niño et la Niña sont opposés l'un à l'autre, deux phénomènes climatiques qui rompent avec la norme. Les épisodes de l'un ou l'autre peuvent durer de 9 à 12 mois à la fois et surviennent à des intervalles de 2 à 7 ans. Les deux cycles provoquent des incendies de forêt, influencent la météo et impactent les écosystèmes. El Niño se produit plus fréquemment et se caractérise par un affaiblissement des alizés. L'eau chaude est repoussée vers la côte ouest de l'Amérique. Le terme signifie « petit garçon » en espagnol et a été mentionné pour la première fois au XVIIe siècle. Ce phénomène est connu pour affecter de manière significative les régimes météorologiques, provoquant des périodes de sécheresse dans certaines régions et des inondations dans d'autres. Grâce à une analyse inlassable, les chercheurs et les scientifiques ont beaucoup appris sur ces phénomènes climatiques qui devraient sembler être des phénomènes étranges et inexplicables. Mais nous savons presque tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet. Alors, d'où vient le mystère ? Il s'avère que lorsque les chercheurs ont fait leurs suppositions et affirmations sur El Niño, ils sont devenus beaucoup trop confiants dans leurs idées. Les modèles scientifiques tentant d'expliquer les fluctuations suggéraient que le mouvement oscillant de la Terre dans l'espace était la cause de ces événements imprévisibles. Il a été affirmé que des niveaux variables de rayonnement solaire influencent l'intensité de ces phénomènes. Les modèles suggéraient que les événements passés étaient souvent moins intenses qu'actuellement. Mais récemment, cette idée même a été remise en question, et un élément inattendu est venu bouleverser le récit. Des coquillages. Les chercheurs pensaient avoir cartographié avec précision les anciennes occurrences des événements El Niño. Mais une modeste réserve de coquillages a suggéré le contraire. En analysant un grand tas de coquillages jetés par les peuples autochtones de ce qui est aujourd'hui le Pérou moderne, des preuves solides, une sorte d'archives climatiques, sont apparues. Les scientifiques étudiaient l'oxygène dans les coquillages et ont découvert un fait inquiétant. Ils ne correspondaient pas au schéma prédit par les modèles sur lesquels la communauté basait ses hypothèses. L'analyse des coquillages a révélé que tout le modèle et les conclusions qui en découlaient étaient erronées. El Niño, semble-t-il, n'avait rien à voir avec l'apport solaire. Et au contraire, les chercheurs ont découvert que d'énormes quantités de glace et d'eau provenant de la fonte des glaciers avaient été largement sous-estimées. Non seulement ils se sont trompés sur la cause de l'événement, mais les scientifiques se sont également trompés sur la durée d'existence des phénomènes El Niño. Les coquillages ont aussi répondu à cette question. Il s'avère que ce type d'activité était présent dans l'océan Pacifique il y a 10 000 ans et qu'il était à la fois fréquent et intense pendant le début de la période de l'Holocène. Numéro 5. En 2007, un autre type de mystère a dominé les gros titres internationaux, avec les îles anglo-normandes à l'avant-plan. C'était le 23 avril lorsque Ray Boyer, un pilote des îles anglo-normandes du Royaume-Uni, est monté à bord du Trilander. Il partait pour un vol de routine depuis Southampton et se dirigeait vers Origny, la zone la plus au nord de l'île. Alors que le vol GR 544 prenait son envol cet après-midi-là, tout semblait être en ordre. Quelques minutes plus tard, cependant, le sentiment de tranquillité commença à disparaître lorsque Ray et 5 de ses passagers aperçurent quelque chose d'inexplicable. L'avion se trouvait à seulement 30 miles de l'île et à 4000 pieds d'altitude lorsqu'ils l'ont aperçu. À seulement 40 miles à l'ouest d'Origny, un engin à la forme étrange planait. Il était long, mince et pointu, avec sa couleur jaune vif qui se détachait sur le bleu de l'océan. Ce véhicule étrange était immobile à 2000 pieds dans le ciel. Au début, Ray avait pensé qu'il était beaucoup plus proche de son avion, à moins de 10 miles. Une fois la distance réelle déterminée, les véritables proportions de l'objet sont apparues. Il était immense. Ray et ses passagers ont suggéré qu'il était nettement plus grand qu'un 737, affirmant qu'il devait faire près d'1 mile de large. Mais ce n'est pas tout ce que Ray et ses passagers ont vu.
Alors qu'ils continuaient à survoler l'étrange engin, autre chose attira leur attention. Alors qu'ils approchaient d'Aurigny, un second objet identique fut aperçu à proximité. Cette fois, il planait au-dessus de Guernesey, mais ne resta visible que pendant 9 minutes. Préoccupé par ce qu'il voyait, Ray prit contact avec le contrôle du trafic aérien de l'aéroport de Jersey. Incroyablement, Ray n'était pas le seul à avoir appelé pour signaler un ou deux engins mystérieux. Patrick Patterson, un autre pilote allant dans la direction opposée, avait vu la même chose. Le pilote venait de Blue Islands et se dirigeait vers Jersey au même moment. Alors qu'il dépassait Sark, il est passé à côté de l'étrange objet qui planait sur sa gauche. Il a décrit l'appareil comme étant mince, jaune et ressemblant à un disque compact. Il était exactement là où Ray l'avait vu quelques instants plus tôt. L'histoire a pris une tournure étrange lorsque des personnes au sol ont signalé la même chose. La radio BBC de Guernesey a rapporté que 2 habitants de Sercq avaient vu 2 objets jaunes incroyablement lumineux suspendus dans le ciel. Le contrôle du trafic aérien a également suivi ces objets au radar pendant 55 minutes avant qu'ils ne disparaissent. Malgré des enquêtes menées un an plus tard, le rapport scientifique de 2008 n'a trouvé aucune activité militaire ni expérience dans la région. Et ils ont affirmé que le contrôle du trafic aérien des îles anglo-normandes n'était désormais plus au courant de ces objets. Les experts n'ont pas pu identifier les objets, avançant des explications plus ou moins plausibles, comme des parélies ou des reflets. Mais au final, les ovnis de la Manche restent inexpliqués. Numéro 4. Le plateau tibétain, l'un des endroits habités les plus élevés de la Terre, abritait d'anciennes civilisations inconnues sur ses franges orientales. Le groupe néolithique a prospéré dans les hautes terres accidentées jusqu'à un exode massif soudain vers 2000 avant Jésus-Christ, qui a coïncidé avec la mystérieuse disparition de leur culture de base, le millet. Cet effondrement régional a intrigué les archéologues pendant des millénaires. Des siècles durant, ces colons ont compté sur le millet du nord de la Chine pour se nourrir et alimenter leur bétail. Après 4000 ans, cette culture a disparu de façon inattendue, emportant avec elle la civilisation. 300 ans plus tard, de nouveaux colons ont réussi à cultiver du blé et de l'orge, laissant les historiens se demander pourquoi une culture a échoué alors que les autres ont réussi. Le mystère du millet tibétain a finalement été résolu en 2015 par une équipe archéologique dirigée par Jad Gwetz. Grâce à de nouvelles technologies et preuves, ils ont découvert que le changement climatique, qui n'est pas qu'un phénomène moderne, était responsable. Le millet avait prospéré pendant l'optimum climatique chaud de l'Holocène. Mais vers 2000 avant Jésus-Christ, une période de refroidissement soudain a rendu sa culture impossible, selon une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Science. Avec la disparition de leur principale source de nourriture, les habitants d'origine ont été contraints d'abandonner le plateau. L'équipe de Guetta a aussi constaté que le succès du blé et de l'orge venait de leur aptitude à pousser dans le froid, remplaçant le millet comme aliment de base tibétain. Ironiquement, le réchauffement climatique actuel pourrait aujourd'hui favoriser le millet, car le plateau tibétain est désormais l'une des régions qui se réchauffe le plus rapidement, ce qui pourrait permettre aux graines oubliées de refaire surface. Numéro 3. L'étrange histoire des Tazadeh commence sur l'île de Mindanao, dans la province isolée de South Cotabato. C'est en 1971 que le nom Tazadeh est apparu pour la première fois, même si leur découverte aurait eu lieu quelques années auparavant. Ce n'est que cette année-là que le chasseur local de Fall, qui chassait dans la forêt de South Cotabato, apporta une nouvelle étrange à Manuel Elizalde. Elizalde, le chef de Paname, l'agence gouvernementale philippine chargée de protéger les minorités culturelles du pays, resta perplexe mais intrigué par les informations que De Fall lui avait apportées. Il expliqua aux responsables que, quelques années auparavant, lors d'une chasse, il avait rencontré un groupe mystérieux vivant de façon primitive. Après avoir établi le contact avec ce groupe supposé, De Fall devint leur seul moyen de communication avec le monde extérieur. L'intérêt grandit rapidement et Elizalde ordonna qu'une rencontre soit organisée avec cette société restée à l'écart du monde, désireux d'en apprendre davantage sur leurs origines et leur culture. Alors De Fall fit exactement cela, et le 7 juin, le fonctionnaire fut officiellement présenté au Tazadeh. Apparemment, le groupe était composé de 27 personnes, chacune appartenant à 6 familles stables. Ils vivaient dans les grottes, au cœur de la jungle de Mindanao, menant une vie de cueilleurs. Leur technologie était semblable à celle de l'âge de pierre, ce qui a amené Elizalde à croire qu'ils étaient les derniers survivants de cette époque totalement préservés de la modernité.
Tous les outils qu'ils possédaient étaient fabriqués en bois et en pierre. Ils n'avaient ni agriculture, ni compétences de chasse, ni armes pour la guerre. À la suite de la rencontre, Elizalde publia ses découvertes, décrivant ce groupe mystérieux comme pacifique, sans moyens ni mots pour la guerre ou les armes. Ils étaient sans hostilité et vivaient isolés de toute influence. Cette année-là, la découverte des Tazadej fut éclipsée par la guerre du Vietnam en cours. Les images de violence et les gros titres annonçant de nouveaux morts dominaient les journaux. Mais pour National Geographic, cette découverte allait dominer leurs propres gros titres. Un article de couverture de 32 pages dans le magazine National Geographic et un documentaire ont été publiés 1 an plus tard. Ils parlaient des Tazadej, de la rencontre et de leur culture primitive. Bien sûr, avec la diffusion de ces informations au public, personne n'allait laisser la société de l'âge de pierre livrée à elle-même. Apparemment, des célébrités comme Charles Lindbergh et Gina la Lollobrigida se sont rendues dans les forêts espérant apercevoir ce groupe énigmatique. Les photographes et les journalistes envahissaient également les jungles, rapportant, photographiant et perturbant l'environnement. Puis vinrent les 11 anthropologues, dont aucun ne restait plus de 6 semaines à la fois. L'accès était contrôlé par Elizalde, qui cherchait à protéger la découverte tout en tirant profit. Puis aussi brusquement qu'ils étaient apparus, les Tazadej disparurent. En 1976, une interdiction totale de visiter le peuple de la forêt fut imposée. Elle a été instaurée par le président Marcos. Pendant les 10 années suivantes, toute information sur les Tazadej cessa. La plupart des gens commencèrent à oublier les histoires étranges qu'ils avaient entendues, et le concept d'une société de l'âge de pierre disparut peu à peu. En 1986, la révolution du pouvoir populaire a renversé le président, permettant à nouveau l'accès à la tribu des Tazadej. Après enquête, la tribu avait disparu, et ses membres furent retrouvés vivants parmi les communautés locales, ce qui poussa les anthropologues à déclarer que les Tazadej étaient une supercherie. Mais le linguiste américain Lawrence Freed a ensuite passé 10 mois avec les Tazadej, découvrant qu'ils étaient réellement isolés, avec des pratiques agricoles uniques et un dialecte distinct. Il a émis l'hypothèse qu'ils étaient isolés depuis au moins 150 ans, et non 1000, et que leur langue était apparentée au manobo. Elizalde, qui s'était enfuie, est revenue et a même aidé les Tazadej à gagner un procès contre des professeurs qui les avaient qualifiés de supercherie, laissant la vérité sur la tribu dans le mystère. Numéro 2. Le rideau s'ouvre dans les années 1930 avec des tensions qui montent, et cela culmine dans la représentation théâtrale qu'est notre vie. C'était l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et le conflit mondial entre les puissances de l'Axe et les puissances alliées avait atteint un point de bascule. Ce serait la décision incendiaire de l'Allemagne qui mènerait à l'effondrement inévitable, ayant entraîné des massacres inutiles. En 1939, l'Allemagne, sous dictature, a envahi la Pologne. Et ce qui s'ensuivit fut la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. 60 millions de morts, un génocide et la première utilisation d'armes nucléaires de l'histoire. Pour des raisons évidentes, ces événements étaient les plus connus. Ils ont dominé le conflit historique et ont servi de voile, dissimulant des actions moins connues, mais tout aussi atroces. Ces dernières années, nous avons appris que non seulement les soldats allemands abusaient, torturaient et tuaient leurs adversaires, mais qu'ils volaient aussi des trésors importants, des œuvres d'art remarquables et des artefacts irremplaçables. Ils aimaient aussi brûler des livres. Lorsque les soldats se retrouvaient avec du temps libre, ils participaient également à la destruction, moins bien documentée, de sites et de biens patrimoniaux. C'était là une purge culturelle incontestable, une marque de fabrique des régimes totalitaires. Parmi les principaux établissements réduits en ruines et en poussière figurait le nouveau cimetière juif de Königsberg. Le cimetière, lieu de repos final pour les défunts, était situé à Kaliningrad et n'avait été en service que pendant 10 ans. Ayant ouvert ses portes pour la première fois en 1928, il abritait une salle funéraire au design incroyable, créée par Erich Mendelssohn lui-même. Malheureusement, cet architecte allemand verrait les soldats prendre d'assaut ce lieu sacré et tout dévaster. Ils ont envahi en 1938, juste un an avant la guerre. La salle était en ruine, les tombeaux réduits, et le chagrin refaisait surface. Finalement, la destruction du cimetière de Königsberg finirait par s'effacer de notre mémoire collective, sans même figurer dans les livres d'histoire. Mais pendant plusieurs décennies, les décombres resteraient, rappelant aux habitants de Kaliningrad les actes troublants qui s'y étaient déroulés.
Cependant, en 2010, le site historique attira de nouveau l'attention du public. Des membres de la communauté juive faisant partie d'une société historique à Berlin décidèrent d'inspecter la zone après avoir découvert qu'un détail était resté longtemps inaperçu. En fouillant parmi les pierres et en retirant les débris, ils allaient découvrir quelque chose d'épargné par la dictature. C'était une pierre tombale isolée renversée sur le dos. Un nom était inscrit au dos. Jacob Klimowski. Selon la société historique, la famille juive Klimowski leur était connue, mais c'est à peu près là que s'arrête l'information. Les chercheurs n'ont trouvé aucun autre indice sur l'identité de cet individu mystérieux. Il ne semblait exister aucune trace de lui. Ainsi, pendant une décennie, la question est restée en suspens. Qui était ce type ? Les historiens et chercheurs dévoués à retrouver les familles des victimes disparues de la guerre ont choisi de ne pas abandonner. Ils voulèrent des réponses autant que n'importe qui, même si cela signifiait chercher et enquêter pendant des décennies. Ce sont précisément ces efforts qui ont fini par porter leurs fruits, même si ce n'était que 10 ans plus tard. La société a retrouvé certains descendants qui ignoraient que leur ancêtre était l'une des personnalités marquantes de l'époque. Ils ignoraient que, parmi des centaines de tombes au cimetière, la sienne était la seule restée intacte. Les analyses ADN et la vérification des archives ont confirmé que les chercheurs avaient retrouvé la bonne famille. Pour donner à la société une meilleure compréhension de qui était vraiment Jacob, les descendants ont fourni les documents et les photographies, autrefois considérés comme perdus, ces mêmes documents qui ont révélé la vie de cet homme autrefois inconnu. C'est à la fin de l'année 2020 que toutes les pièces du puzzle ont été assemblées, dévoilant un mystère oublié. Jacob, en fin de compte, vivait à Königsberg avec sa femme et leurs 2 enfants. Ancien combattant allemand de la Seconde Guerre mondiale, ce fait a choqué la communauté historique. En 1933, Jacob avait 55 ans et nécessitait une opération urgente pour des raisons inconnues. En raison de complications présumées, il est décédé peu de temps après et a été enterré au nouveau cimetière juif de Königsberg. En 1939, à l'aube de la guerre, sa famille a émigré. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants allaient se disperser dans le monde entier. Aujourd'hui, ils vivent en Israël, aux États-Unis et en Suisse. Et ils n'avaient aucune idée de qui étaient leurs grands-pères et arrière-grands-pères. Un homme, une seule pierre tombale survivante, un mystère, un vétéran et un témoignage de l'idée que tout n'est pas perdu. Numéro 1. Des ballons en mer posent une énigme. Lisez le titre d'un article de journal de 1967. Cela impliquait quelque chose d'enfantin. Les ballons ont toujours été associés aux clowns, aux fêtes foraines et aux célébrations. Pourquoi les médias se préoccupent-ils autant qu'une décoration d'anniversaire finisse dans l'océan ? C'est parce que la découverte des ballons a eu lieu à une période périlleuse où n'importe quel objet pouvait être pris pour une arme. C'était, après tout, l'époque de la guerre froide. C'était le 29 juin lorsque quelque chose a été aperçu flottant à la surface de l'océan Atlantique. C'était une caisse pas plus grande qu'une boîte à pain. Dès sa découverte au large de la Floride, près de Hallandale, des tensions sont vite apparues. La nouvelle s'était répandue que les liens diplomatiques entre l'Union soviétique et Cuba s'étaient renforcés, ce qui représentait une menace accrue pour les États-Unis. Ainsi, lorsque la caisse a été aperçue flottant à la surface de l'eau, la garde côtière des États-Unis a été envoyée pour enquêter. Leurs soupçons ont été immédiatement confirmés lorsque la caisse a été retrouvée estampillée propriété de l'URSS. Cependant, l'adresse indiquait que l'objet provenait de l'Institut des ressources minérales de Cuba. Avec la plus grande prudence, la boîte a été retirée de l'eau et d'autres investigations étaient en cours au bureau. La caisse a été ouverte lentement et avec précaution, révélant à l'intérieur quelque chose de vraiment déroutant. Une énigme, comme le suggérait le titre. 7 ballons jaunes reposaient dans la caisse, chacun muni d'un bouchon en caoutchouc noir. Immédiatement, cela a été jugé étrange et peut-être inquiétant. Mais d'autres questions allaient encore surgir. En examinant la caisse, les autorités y ont trouvé une indication de poids. Le poids total du colis était de 50 kg, soit environ 110 livres. Mais lorsqu'elle a été pesée, elle ne faisait que 13,6 kg, soit 30 livres. Une grande partie du poids avait disparu. Où est passé le reste ? Il a vite été établi que la caisse avait dérivé dans l'eau près de 8 semaines après expédition de Leningrad en Russie. La durée de dérive de la caisse a sans doute permis à l'air du ballon de s'échapper. La suggestion que les ballons aient un jour été remplis posait un mystère.
Dans la pièce avec la caisse, des officiers s'étaient réunis et un concept intimidant fut exprimé. Et si les ballons étaient remplis du gaz toxique? Cette suggestion n'était évidemment pas impossible. L'époque de la guerre froide était violente et tous les moyens de destruction extrême auraient été explorés par chaque partie impliquée. Il ne serait pas surprenant que la guerre biochimique soit utilisée. Ce concept éprouvant a été minutieusement examiné et aucune trace de poison ou de toxine n'a été trouvée sur les ballons eux-mêmes, qui flottèrent depuis un certain temps déjà. Aucune zone côtière n'a signalé d'indices d'empoisonnement de l'air, mais l'apparition des symptômes a peut-être été ignorée ou prise pour un simple rhume. Faute de preuves permettant d'établir un récit solide, les 7 ballons jaunes ont été placés dans les archives en attendant de nouveaux éléments susceptibles d'apporter une explication. Entre-temps, à environ 200 km de là, à Marathon, une seconde caisse, identique à la première, a été découverte à la dérive. La peur était revenue. Des scientifiques ont été appelés à intervenir et ont déterminé que le contenu remplissant les ballons dans la première caisse n'était rien d'autre que de l'air, ce qui n'a fait qu'approfondir le mystère. Malgré des enquêtes approfondies et des appels à témoins, aucune explication n'a jamais été trouvée, laissant les 7 ballons jaunes de l'Union soviétique comme une énigme inquiétante. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je suis Top 5 Inconnu, à bientôt dans la prochaine vidéo.